Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Le luxe s'installe sur BFM Business, un site, une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée, c'est Iconic Business. Son univers, son style, sa vision sont une marque, un bleu signature, des objets iconiques et des adresses où son ambiance a été laissée. Sarah Poniatowski, du design, de l'architecture d'intérieur, du mobilier, même du prêt-à-porter, tout l'univers de la maison dont elle nous ouvre les portes aujourd'hui. Joseph Duclos, négociant du siècle des Lumières, fondateur de la manufacture royale des cuirs de Lectoure. Aujourd'hui, Joseph Duclos, c'est une maison de haute maroquinerie. Son président, Franck Dahan, est dans les désirables de la semaine. Sans oublier une visite hors du temps, La Ruche, cité d'artistes en plein cœur de Paris, où sont passés Chagall, Léger et autres grands noms qui se revendent aujourd'hui à prix d'or. C'est Iconic Business, bienvenue. Sarah Poniatowski, bonjour. Bonjour. Maison Sarah Lavoine, c'est vous, un studio d'architecture et une marque de l'univers de la maison, vraiment au sens large. Une aventure qui a commencé il y a un certain temps au point d'installer votre style à présent. C'est quoi le style de Maison Sarah Lavoine? Ça a commencé il y a un certain temps par l'architecture d'intérieur, en effet, il y a à peu près 20 ans. Et la marque, une petite dizaine d'années. C'est un style dans lequel on se sent bien. Enfin, moi, j'essaye que les gens se sentent heureux chez eux. Un cocon. Un cocon assez intemporel, voilà, chaleureux, confortable. Oui, on sent bien vivre à l'intérieur. Avec un jeu de courbes, de lignes et surtout la place de la couleur. Mais là aussi, ça fait un effet cocon. Et ce bleu signature, c'est devenu assez vite votre patte ou alors il a fallu un certain temps avant de l'installer? Non, c'est venu assez vite ma patte. Ce bleu est très identitaire et donc c'est vraiment notre signature qu'on peut mettre sur plein de produits différents, sur des peintures, sur des meubles, sur des objets, sur de la céramique. Donc voilà, c'est une vraie signature et une identité forte. Donc c'est ce qu'on attend une chance maintenant. d'avoir cette couleur. Du haut de gamme accessible, l'accessibilité, c'est une opération séduction aussi, c'est de l'image? Non, c'est pas de l'image, on essaye toujours d'être juste par rapport à de qualité de fabrication française et européenne à 90%. Il y a des prix qui vont avec. Alors oui, on n'est pas du mass market du tout, donc on est accessible, tout est relatif. C'est-à-dire que pour certaines personnes, on ne le sera pas, et pour d'autres, mais on est en dessous du luxe. Il faut bien se positionner et savoir comment, en termes de marketing, se positionner. Est-ce que ça veut dire aussi que ça permet de produire davantage, mais d'être quand même sélectif? On fait très attention à notre production, on fait très attention, on est une marque, on fait très attention au RSE. On essaie de pas trop produire, de ne pas surproduire, de mesurer vraiment notre et de production. susciter le désir aussi pour l'acheteur. De susciter le désir, mais plus par rapport à notre planète. Enfin, il y a quelque chose vraiment, une prise de conscience de ne pas surproduire. Voilà. En général, on ne solde pas. Donc, comme une maison de luxe, comme Hermès ou des choses comme ça, on essaie d'être, mais avec des prix un peu plus accessibles qu'Hermès. Et sur cette gamme, est-ce qu'on arrive, surtout à l'heure actuelle, il y a eu un vrai boom, une vraie tendance de la décoration d'intérieur, du mobilier, etc. Est-ce qu'on arrive quand même à conserver, à conforter ces marges? Pas facile parce que depuis le Covid, les prix ont flambé, les matières premières ont flambé. Donc non, évidemment, on ne veut pas répercuter ça sur les prix pour les clients. Donc nos marges sont beaucoup plus compliquées à tenir. Plus restreintes, et ça veut dire que derrière, il faut une identité forte et un renouvellement des collections aussi? Alors on a des collections qui sont pérennes, on a des best-sellers, comme on dit. On essaye de vraiment les travailler. On travaille avec ça, par exemple avec Jars, qui est une maison française. On les installe, on change les couleurs, on décline. Mais même si on a quand même pas mal de références et beaucoup de nouveautés, on a 2 collections par an, mais on essaye comme d'appuyer, d'installer la marque et les produits. Ça prend du temps. On n'est pas dans la mode, même si on fait de la mode. Bon, ça, c'est des vêtements de chez moi aussi. Mais c'est-à-dire que quand on met au point une lampe ou une assiette ou un vase, on peut la garder des années. Donc c'est ça aussi, c'est de ne pas être dans la fast fashion à la consommation. De ne pas suivre des travers, justement. D'installer des produits et de les rendre iconiques. La marque pour le haut de gamme et le chiffre d'affaires, l'architecture d'intérieur peut-être un peu plus un segment luxe? Oui, c'est notre couture aussi, et c'est pour l'image, et c'est très intéressant parce que surtout c'est un modèle qui est virtuel, c'est-à-dire que, qui est vertueux, pardon. Qui est virtuel. On dessine des produits pour les chantiers, on fait des sièges sociaux, des immeubles, des bureaux, des hôtels, des restaurants. Donc on dessine des produits pour et après on les industrialise
pour nos propres collections. Est-ce que ça vous permet aussi de tester des ambiances, de voir ce qui a fonctionné pour un siège, pour un hôtel, et après, justement, Oui, bien sûr. test Évidemment. grandeur Ouais, nature. Est-ce que c'est plus facile de créer un espace, d'imaginer un espace, ou de créer et d'imaginer un objet? Mais il n'y a pas plus facile ou moins facile. C'est passionnant, en tout cas. Chaque projet, chaque nouveauté, chaque prototype qui arrive au bureau m'exalte. Et donc, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de plus facile ou moins facile. C'est non-stop. C'est-à-dire que le cerveau n'est jamais à l'arrêt. Pour un siège social, pour des bureaux, vous allez apporter une ambiance, mais est-ce que vous apportez tout autant votre patte et votre signature? Alors oui, j'ai une signature, je travaille la couleur, je travaille les matières, je travaille cette intemporalité, mais on essaye quand même de s'adapter à notre client, parce que Oui, c'est lui qui va vivre c'est dedans, ça. dans son appartement, ou dans son bureau, ou dans son hôtel. Donc, je ne m'impose pas. C'est-à-dire que vraiment, j'aime m'adapter à la personne, et c'est un échange, c'est une relation humaine et une aventure humaine avant tout. Et vous amenez toujours vos codes et notamment vos inspirations, j'imagine, parce que dans votre nouvelle collection, on retrouve encore quelque chose de doux, de très pop, aussi très mesuré. Mhm. Et ça va aussi dans votre discours de quelque chose de plus vertueux, une invitation aussi au sud et ce gage de l'élégance. Et c'est comme ça qu'on reste intemporel, qu'on arrive à être intemporel. Oui, et puis la patine du temps, les matériaux, on va faire très attention à tout ça, et plus ça se patine, plus c'est beau. Donc, c'est ça que j'aime, moi. Il y a aussi avec un choix pointu des matériaux et sur le travail, sur le sourcing. Oui, c'est très compliqué, en fait. Le plus dur, c'est de trouver les bons fabricants, les bons artisans. Et quand on grandit, parce qu'on est en pleine croissance, Justement. quand on commence avec un petit artisan qui a un savoir-faire. Et donc, vous allez vous-même caster, sourcer dans ces pays d'Europe pour trouver la compétence, peut-être le savoir-faire à chaque fois. Oui, bien sûr. Et puis, je ne suis pas toute seule, hein, j'ai des super Bien équipes sûr. avec moi, quand même. Mais voilà, c'est très important d'avoir des partenaires fiables. Le, le business model s'est largement développé avec des boutiques en propre aussi, des revendeurs nombreux. Et ça y est, à l'international, c'est amené à se développer. C'était un projet fou. C'est quelque chose que vous aviez depuis un certain temps en Alors, tête. oui, on était présent international avec 150 points de vente dans le Mhm. monde à travers Des revendeurs. du wholesale et des choses comme ça. Et maintenant, on ouvre à Bruxelles, on ouvre au Luxembourg. Et c'est notre premier pays. Bon, c'est proche de nous, mais ça reste international quand même. Tout à fait. Et donc après, l'idée, c'est de développer tous les pays en Europe avant d'aller encore plus loin. Oui. La Belgique et Bruxelles particulièrement, hein, c'est un haut lieu du design, donc c'est pas du tout au hasard. J'imagine aussi, on l'a vu avec l'évolution et le passage du Covid, en termes de digitalisation, la force de frappe du site et des ventes en ligne, c'est quelle proportion à l'heure C'est notre actuelle? première boutique. On a 17 boutiques en propre. La première reste l'e-shop. Il reste là-dessus, évidemment. Avec une tendance qui croît toujours? Oui, toujours. Toujours. Alors, moins qu'au moment du Covid, tout le monde pensait Tout que le ça monde se resterait relayait, au top. évidemment. Mais non, forcément, à un moment, ça redescend un petit peu. Les boutiques sont ouvertes. Et heureusement, le retail marche très bien, donc nos boutiques marchent. Et l'expérience retail existe encore, elle doit Mais se elle est transformer. très importante. Vous n'achetez pas un canapé quand vous achetez un t-shirt. Tout à fait. Donc, et puis, nous, on essaye toujours d'apporter une expérience différente. On a un restaurant, on a plein de choses. Voilà, une offre, une vie ou une émotion quand on arrive dans un endroit comme ça, un lieu un peu différent, voilà, un peu atypique. Bon, c'est un segment qui marche très très bien, la décoration d'intérieur haut de gamme est en plein boom, à tel point que les grandes maisons de luxe se positionnent, Nathan Cocampo, de plus en plus sur ce secteur. Ils y vont tous avec une nette concurrence toujours. Dernière en date, Jacques Mus. La maison de mode vient de dévoiler sa première collection de design d'intérieur, sobrement baptisée Objet, chaises, transat, fauteuils aux rayures jaunes et blanches, qu'on dirait tout droit sorti du film La Piscine avec Alain Delon. Une réédition d'une collection de l'architecte Gaio Lenti, imaginée en 1964. Quelques jours avant, c'était au tour des maisons Karl Lagerfeld et Dior de lancer leur ligne de mobilier. Côté Lagerfeld, la collection est fabriquée en Italie, faisant référence au quartier parisien préféré du couturier, comme Saint-Germain, et son canapé à 23 000 €. Chez Dior, la nouvelle collection est signée Philippe Starck. Le célèbre designer français a imaginé le fauteuil Monsieur Dior en aluminium poli ou laqué, ainsi que des tabourets et différentes tables. Bon, c'est un attrait, Nathan, qui est loin d'être nouveau. Le pionnier, c'est sans doute Hermès. Dès les années 20, la maison multiplie les collaborations avec des décorateurs comme Paul Dupré-Lafont. Le valet de nuit, un porte-manteau multi-usage comprenant vide-poche et porte-cravate, fait alors son apparition. Des créations aujourd'hui très prisées des collectionneurs. De quoi inspirer les autres maisons comme Ralph Lauren ou Armani à suivre cette diversification. Eux aussi, des pionniers dans ce domaine. Et en 2011, c'est l'événement. Hermès est le premier à s'installer au célèbre salon du meuble de Milan.
aux côtés des spécialistes de l'ameublement. Et depuis, Fendi, Gucci, Louis Vuitton lui ont emboîté le pas sur ce genre de rendez-vous mondiaux. Et merci Nathan Cocampo, Sarah Poniatowski. Ils sont tous potentiellement des concurrents à présent? Alors, je rentre de Milan. Je suis rentrée de Milan et je dois dire que c'était très beau. La présentation de Stark avec Dior était vraiment magnifique et Hermès exceptionnel. Voilà, un savoir-faire, des produits dingues, ça fait rêver. Alors, ils sont des concurrents, ils sont nos objectifs. Enfin, voilà, C'est ça, c'est une perspective. C'est une perspective, effectivement. Mais j'en suis absolument fan et je trouve que Stark est un génie. Et voilà, et savoir-faire d'Hermès aussi. Est-ce qu'à terme, le rêve, le prochain rêve, c'est quoi? C'est tout un hôtel, mais un hôtel avec votre nom ou Oui, comment vous le savez? Non, je sais pas, je pose la question. Oui, oui, mon rêve, c'est de créer ma collection d'hôtels après, bien sûr. Oui, oui, ça serait la suite logique. La suite logique pour mettre tout l'univers. Oui. L'univers qui s'est largement développé, vous faites aussi du prêt-à-porter, il y a de la beauté, c'est vraiment l'univers de la maison. De la beauté, des lunettes, oui, plein de choses. Et pourquoi aller dans des segments qui parfois peuvent être difficiles, hyper concurrentiels ou c'est... Est-ce que ça dérange quand on va chez Hermès, est-ce que vous avez une montre ou une selle de cheval? Exactement. Non, voilà. Donc, on a le droit d'avoir un univers lifestyle global et je pense que c'est assez cohérent et ça marche bien. Est-ce que dans les projets, il y a encore des collaborations dans les tuyaux? Il y a des choses qui font sens avec des univers qui viennent se télescoper. Ça ouvre à d'autres univers et d'autres clientèles, notamment avec le musée du Louvre. Est-ce qu'on peut envisager d'autres choses? Oui, le musée du Louvre, on continue la collaboration avec le musée du Louvre, qui était pour nous une vitrine géniale sur l'international. Oui. Où l'année dernière, on a fait RS, le maillot de bain avec RS, qui est une magnifique maison. Et voilà, donc quand nous, on ne sait pas faire, on essaie de s'associer aux meilleurs. Voilà, comme avec RS. Donc il y a plein encore d'autres marques. D'autres marques. Qui pourraient matcher avec nous. Et ça ouvre des marchés et une autre clientèle. Oui. Chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. C'est un peu ce que le luxe est pour Sarah Poniatowski, avec une adresse, Oval Room Hotel à Naoshima, parce que je crois qu'aussi le Japon est très inspirant et très particulier dans votre histoire. Oui, j'adore. Et puis j'ai toujours rêvé d'aller dans cet endroit, dans cette île, musée. J'adore l'art contemporain, je dois dire. Donc c'est assez exceptionnel. Et juste en février 2020, j'ai emmené mon fils, le dernier. On est partis tous les deux pendant 10 jours au Japon et nous avons eu la chance de dormir dans cet hôtel. Cet hôtel dessiné par Tadao Ando, qui est exceptionnel. Vous êtes vraiment au bout du monde. On ne peut pas aller plus loin. Et Covid est arrivé, donc on est rentré. Mais c'était exceptionnel. Vraiment, c'est ça. Oui, c'est iconique. C'est ça, le luxe. L'expérience du luxe, le privilège. Vous êtes seul, vous êtes au bout du monde. C'est d'une beauté folle, avec les meilleurs artistes d'art contemporain, les plus grands architectes. Oui, c'est inouï. On parlait d'intemporalité, d'élégance. La montre Panthère de Cartier, pour vous, c'est quelque chose, le luxe, c'est quelque chose qui passe les décennies? Ah bah oui, c'est de la transmission, elle est aussi belle. Enfin, je ne sais pas à quelle année elle a été dessinée exactement, mais elle reste toujours aussi féminine, aussi belle. Magnifique. Ouais. Bon, on terminera ce top 3 avec votre fief au Cap Ferret. C'est un lieu d'inspiration, c'est un lieu de réseau, c'est un lieu de rencontre? C'est pas un lieu de réseau du tout, c'est un lieu de famille, c'est un lieu de mes grands-parents, mon père, et c'est ma Madeleine de Proust, et c'est le luxe de pouvoir être seul sur des plages d'océan gigantesques, et à se balader, qu'il n'y a personne, et ça me provoque énormément d'émotions. Oui. Merci Sarah Poniatowski, à la tête donc de Maison Sarah Lavoine. Merci d'avoir été avec nous dans Iconic Business. Dans un instant, les désirables de la semaine, de la haute maroquinerie confidentielle. Mais tout de suite, visite à la Ruche, une cité d'artistes pas comme les autres. On est en plein cœur de Paris. Reportage avec Eva Jaco. Nous sommes ici dans un atelier d'artistes, celui de Léonard Léonie, niché dans le 15e arrondissement, dans la Ruche. Léonard Léonie, vous êtes mosaïste, vous êtes pratiquement né ici, dans cette ruche. Vous, la mosaïque, c'est venu comment? Eh ben, j'ai travaillé pour Mélano. On a fait pour beaucoup de gens, pour Chagall, pour Léger, pour plein de gens. On a travaillé beaucoup. Ici, il y a environ une quarantaine d'artistes qui habitent. Ernest Pignon, Ernest, vous êtes un peu l'âme de ce lieu, enfin vous êtes l'âme de ce lieu. La Ruche a une histoire maintenant de 120 ans. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, c'est un sculpteur, Alfred Boucher, qui est un peu oublié maintenant, le pauvre, qui était très célèbre et qui avait gagné beaucoup d'argent. Il avait cette idée probablement Fourier de phalanstère d'artiste, vous voyez. Donc il avait par hasard acheté un terrain en plein Paris, là maintenant dans le 15e. Et à ce moment-là, on démolit l'Expo universelle.
et il se met à racheter des éléments. C'est une très belle structure métallique faite par Eiffel. Et là, il commence à installer une quarantaine d'ateliers. Là arrivent à ce moment-là les artistes juifs qui fuient les pogroms. Soutine, Chagall, Kremen, Kikoïn, Zatkin, vous voyez, tout ça commence à peindre ici. Voilà. Et là, la ruche devient des foyers, même le lieu d'origine de l'école de Paris, on peut dire. Alors il y a 3 ans, Jérôme Clément, vous avez rejoint Ernest Pignon-Ernest à la présidence de ce lieu qui vit grâce au loyer des artistes. Et en ce moment, il y a le bâtiment Fernand Léger qui est en travaux qui sont réalisés grâce au mécénat public et privé. Cette fondation, elle vit des loyers des artistes, mais ces loyers sont volontairement bas, de façon à ce qu'ils puissent être aidés et soutenus. Ça suppose malgré tout qu'on ait des aides quand il y a des travaux à faire, comme c'est le cas actuellement dans le bâtiment Fernand Léger, où on a pour 3 millions de travaux, et il faut les trouver évidemment, l'argent. Et là, vous cherchez encore 1 million, il me semble. On cherche à peu près 1 million pour la deuxième phase, oui, parce que la région, la ville, l'État, la Fondation Gessina, la Mission Berne, tout le monde s'y est mis pour la première phase, mais il faut faire l'intérieur. La ruche expose un artiste tous les 15 jours et chaque année, en septembre, à l'occasion des Journées du patrimoine, a lieu une exposition collective.